Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui, nous allons parler de la lunette astronomique, qui est le premier instrument qu'a utilisé l'homme pour observer les étoiles. Non, en fait, c'est pas vrai. Le premier instrument qu'a utilisé l'homme pour pratiquer l'astronomie sont ses yeux. Mais oui, forcément, et toutes les grandes avancées ont été faites avec les yeux des astronomes de l'époque. L'œil est un système optique à lui tout seul. Il réfracte les rayons lumineux pour les faire converger sur la rétine en une image nette. Sauf défaut de l'œil comme une myopie ou une hypermétropie, mais on corrige ce défaut avec des lunettes ou des lentilles. Non, pas celle-là. Voilà. C'est mieux. Le diamètre entre 4 et 6 mm de l'iris en vision nocturne ne permettait pas de bien distinguer les objets faibles du ciel. À l'œil nu, on peut voir environ 3000 étoiles par un beau ciel sans pollution lumineuse. La Voie lactée, qui est notre galaxie, quelques nébuleuses, amas et quelques galaxies hors notre Voie lactée. En effet, il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe avec les quelques millimètres que nous offrent nos yeux. Il fallait donc concevoir une pupille plus grande, en quelque sorte. On a fabriqué un œil plus gros pour faire passer plus de lumière. La lunette astronomique a été inventée. C'est Galilée, en observant le ciel durant l'hiver 1609-1610, qui s'en servira pour observer les astres. Ce n'est pas Galilée qui inventa la première lunette, elle fut conçue en 1608 par l'opticien hollandais Hans Lippershey, qui en a déposé le brevet. Celle de Galilée était constituée d'une lentille frontale convergente de 30 mm de diamètre et d'une deuxième lentille divergente qui servait d'oculaire située à une soixantaine de centimètres derrière. Le tout dans un tube. Elle grossissait peu, ce qui suffisait pour voir les cratères, les montagnes et les vallées de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus et une myriade d'étoiles quand il pointa sa lunette vers la Voie lactée. Kepler en 1611 a remplacé la lentille oculaire divergente par une lentille convergente. Le principe reste le même, mais cette fois, l'oculaire sert de loupe pour grossir le plan focal de la lentille principale. Très vite, les astronomes ont compris que plus le diamètre de l'objectif était grand, plus les images étaient lumineuses et précises. Malheureusement, la qualité du verre n'était pas très bonne au XVIIe siècle, surtout pour un usage astronomique. Toutes les aberrations optiques dégradaient l'image, surtout l'aberration chromatique. Vous savez, ces franges violettes, jaunes ou bleues que l'on voit sur les photos en grossissant l'image parfois. Pour pallier à ce problème, il fallait faire des lentilles d'objectif à très longue focale, c'est-à-dire que l'image se projetait très loin derrière la lentille, pour ne pas trop dévier les rayons lumineux et pour minimiser l'effet prisme de l'aberration chromatique. Mais quand je dis très loin, c'est très loin. Christian Huygens découvre les anneaux de Saturne, ainsi que Titan, son plus gros satellite, avec cette lunette-là. Alors elle faisait 37 mètres de long, et il lui a fait découvrir des détails sur Mars. Mais il y a eu plus gros encore. La machine céleste de Hevelius faisait 46 mètres de long. Elle ne servira pas longtemps en raison de l'extrême difficulté à la manœuvrer. C'est sûr. Alors, avec le progrès dans la fabrication du verre, de sa composition et de son polissage, les premiers observateurs ont été dotés de machines assez performantes et de grand diamètre. On pouvait donc grossir l'image. Pareil avec sa lunette de 38 cm de diamètre et de 9 mètres de focale, l'observatoire de Meudon, 2 lunettes, un objectif visuel de 83 cm et de 16,34 m de focale, et un autre objectif photographique de 62 cm de diamètre et 15,90 m de focale. C'est long. Nice également est équipé d'une lunette en 1887 de 76 cm de diamètre et 18 mètres de focale. Bon, ce fut pour l'époque la plus grande du monde et elle est toujours utilisée aujourd'hui. La fin du 19e siècle fut l'apogée de ce type d'instrument pour l'astronomie partout dans le monde. Angleterre, Allemagne, États-Unis, etc. Des lunettes allant de 66 cm de diamètre pour Greenwich à 1,25 m lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Oui, 1,25 m de diamètre. Bon, l'objectif est entreposé à l'Observatoire de Paris. Bon, je vous rassure, pas besoin d'avoir une lunette de ce gabarit pour observer le ciel. Aujourd'hui, nous avons des instruments bien plus petits, transportables et d'une qualité très correcte. Les diamètres vont de 60 mm à 180 mm de diamètre, voire même jusqu'à 300 pour certaines, et les prix passent d'une centaine d'euros à 9000 € pour la lunette complète. Bon, ensuite, il y a des tubes seuls qui peuvent valoir jusqu'à 30 000 €. Voire plus. Mais bon, c'est du très haut de gamme. La lunette astronomique n'est qu'une grosse loupe pour grossir le ciel. Bon, alors comment fonctionne une lunette astronomique? Tout d'abord, on appelle
cet instrument un réfracteur. En effet, elle réfracte la lumière, c'est-à-dire qu'elle la dévie de sa trajectoire linéaire. La lumière passe à travers les lentilles de l'objectif. Je dis des lentilles car oui, il y en a au moins 2, parfois 3 ou 4, voire même 5. Si, 5 lentilles qui composent l'objectif. Pourquoi ? Eh bien pour supprimer l'une des aberrations les plus néfastes en astronomie et qui s'appelle l'aberration chromatique. La lumière étant une longueur d'onde, le spectre visible s'étend du violet à 430 nanomètres au rouge à 650 nanomètres. On peut voir sur cette figure qu'il n'est pas dévié de la même façon et les conséquences sont des images avec des franges aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pour pallier à ce problème, il fallait dévier le moins possible la lumière et l'on se retrouvait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des lunettes qui étaient très longues, avec une focale immense, intransportable, lourde et assez encombrante. Sur ce graphique, on voit la répartition du spectre par rapport au plan focal idéal où devraient théoriquement se focaliser toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. En abscisse, il y a les plages intra- et extrafocales avec le décalage à plus ou moins 0,5 mm. La valeur 0,5 est arbitraire, c'est juste pour vous représenter que l'aberration chromatique peut s'étaler assez loin. Et en ordonnée, à gauche, la longueur d'onde en nanomètres. Le trait noir représente la courbe où se focalisent les différentes couleurs du spectre. Comme sur ce schéma, on voit que le bleu est en avant du plan focal et que le rouge est en arrière. Donc une lentille simple ne suffit pas pour avoir une image sans chromatisme. Puis avec les progrès de la recherche, l'amélioration des process de fabrication et de polissage, une combinaison de verres est apparue, le doublet achromatique. Il y a donc 2 types de verres associés qui ont des indices de réfraction différents, l'un compensant l'autre. On arrive à avoir des longueurs d'onde qui se rapprochent et qui se focalisent presque sur le même plan image. Voici sa deuxième courbe. Là, il y a un progrès. Ce doublet achromatique réussit à faire rapprocher le bleu du plan focal. C'est pas encore ça, mais cette combinaison a équipé un très grand nombre de lunettes d'observateurs professionnels, durant des décennies. Ce fut un progrès considérable. Les lunettes d'amateurs sont encore équipées de cette combinaison, avec des diamètres assez importants, de l'ordre de 150 mm. Bien que l'on parle de nanomètres pour la longueur d'onde, on peut voir en grossissant l'image au foyer de la lumière blanche que cette aberration peut s'étaler de quelques dixièmes de millimètres à 1 mm, voire plus. Alors il n'y a pas que la qualité du verre qui entre en jeu dans la qualité d'une image et d'un objectif. Il y a le traitement de surface et notamment le traitement anti-reflet. Vous savez cette couleur que l'on peut voir sur les lentilles des objectifs photo, des jumelles et des lunettes astronomiques? Eh bien c'est ça. Ce sont des couches de quelques nanomètres d'épaisseur qui sont superposées de façon très précise les unes aux autres. Ces revêtements chimiques sont différents. Il y a un traitement hydrophobe, anti-rayures, plusieurs couches d'anti-reflet, du fluorure de magnésium en général, et enfin le verre. La plupart du temps, les faces extérieures de l'objectif de la lunette sont traitées. On appelle ça le traitement multicouche. C'est ce que vous voyez inscrit sur le côté de l'optique, multicoatide. Et pour les plus hauts de gamme, fully multicoatide, c'est-à-dire que toutes les faces sont traitées multicouches, extérieure de l'objectif et intérieure de l'objectif. Ces traitements aident à la transmission lumineuse. En effet, toute la lumière n'est pas transmise. Une petite partie est réfléchie, environ 8%. Il ne reste que 92% qui arrive à notre œil. Le traitement anti-reflet permet de transmettre presque 100% des rayons lumineux. Bon allez, on continue sur des objectifs de lunettes astronomiques. Après le doublet achromatique, je vous présente le doublet apochromatique. Hein? Ben oui, c'est le même que le doublet achromatique, mais avec encore un autre type de verre qui lui améliore encore la qualité du spectre lumineux, donc des images. Voici la courbe. C'est mieux, non? On voit presque que toutes les longueurs d'onde sont très proches du plan focal. Ce nouveau verre est fait de fluorine, fluorure de calcium, appelé fluorite en anglais. La fabrication est extrêmement délicate, mais il existe d'autres solutions moins coûteuses à base de mélanges complexes de différents fluorures, souvent plus d'une douzaine de constituants, ou de verre additionné d'oxyde de lantane, ou de barium. On appelle aussi ce genre d'optique des verres ED, pour extra low dispersion. L'inconvénient, c'est qu'ils sont 10 à 20 fois plus chers que les verres normaux. Ces objectifs sont aussi traités multicouches, bien sûr. Il existe aussi des triplés apochromatiques. Il y a 3 lentilles dans l'objectif qui corrigent encore plus les aberrations optiques.
Et pour finir, le must des objectifs, le quadruplé Petzval, apochromatique. Oui, 4 lentilles disposées dans le tube pour corriger presque totalement les aberrations chromatiques et bien d'autres encore, comme la coma, la courbure de champ, etc. Cette configuration est réservée à des instruments très haut de gamme. On appelle ce type d'instrument des astrographes. Ce sont des lunettes qui sont utilisées principalement pour la photo du ciel, comme de très gros téléobjectifs. Il y en a même qui se composent de 5 lentilles, un triplé apochromatique à l'avant et 2 lentilles correctrices à l'intérieur du tube qui sont aussi en verre ED. Les objectifs apochromatiques ont permis d'augmenter considérablement la qualité des images et ont réduit la distance focale des lunettes astronomiques en obtenant la même correction optique qu'avec des tubes très longs achromatiques. Ainsi, une lunette de 60-900, c'est-à-dire 60 mm de diamètre et 900 mm de focale, qui est ouverte à 15, c'est 900 divisé par 60, a presque la même correction qu'une lunette apochromatique de même diamètre avec une focale de 360 mm ouverte à 6. Cette dernière couvre un champ plus grand dans le ciel et permet de voir entièrement des objets étendus et qui a pour avantage d'avoir un tube plus court, plus léger et donc plus transportable. Parlons de la mécanique de la lunette. Elle est assez simple. C'est un tube plein d'air. Il est en métal la plupart du temps, mais pour certaines, il peut être en carbone pour un gain de poids et de rigidité. Il est constitué d'un pare-buée à l'avant, de l'objectif, du tube et du porte-oculaire et autres accessoires visuels et photographiques. L'élément important du tube de la lunette est le porte-oculaire justement. Plus il est précis, plus la qualité des images le sera aussi. En effet, si quand vous mettez au point, il y a des jeux ou des pièces en plastique, l'oculaire ne sera plus bien dans l'axe optique. Il sera décalé et vous verrez des images floues. Alors un bon tube, c'est bien, mais il faut le poser sur une bonne monture. Il en existe 2 types, azimutale et équatoriale. La première est la plus simple. On peut déplacer l'instrument horizontalement, en azimut, et verticalement, en hauteur. Ce sont ces lunettes-là que l'on prend pour débuter. Ensuite, il y a la monture équatoriale. Celle-ci doit être réglée avant de pouvoir s'en servir. On appelle ça la mise en station. Il faut viser l'étoile polaire et faire un petit protocole de réglage qui est expliqué dans le manuel. Cette monture équatoriale suivra le mouvement des étoiles dans le ciel, enfin, elle compensera la rotation de la Terre, soit de façon manuelle ou motorisée pour les modèles plus complets et un peu plus chers. Attention, ne regardez jamais le soleil avec un instrument d'optique quel qu'il soit, même avec vos yeux seuls. Vous aurez des lésions irréversibles et deviendrez aveugle. Il vous faut un équipement bien spécifique. Ne vous amusez pas à bricoler quoi que ce soit. Renseignez-vous chez un professionnel du matériel, optique et d'astronomie. Alors pour résumer, la lunette a fortement évolué en transformant notre vision de l'univers. Au cours des siècles, elle s'est modernisée et on a su l'adapter à différents besoins du débutant en passant par l'amoureux du ciel, de l'observation, jusqu'à l'astrophotographe averti, voire expert. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. C'est un instrument de découverte qui vous fera monter quelques marches de plus dans votre aventure astronomique. Mon premier instrument était une lunette 6800 azimutale. Et à partir de là, je suis tombé dedans. Vous n'avez plus qu'à regarder vers le ciel et de commencer votre voyage. Bonnes observations! Et moi je vous dis, allez, ciao!